On s'est posé sur la Lune, nous avons navigué autour du monde, Roméo a aimé Juliette, on en a fait des choses. Il est difficile d'imaginer qu'il y a des créatures qui ont vu tout cela arriver. Et oui, des animaux immortels. Enfin, presque. Les éponges de verre sont d'étranges petites créatures qui restent au même endroit pendant des milliers d'années. Cachées dans leur endroit préféré sous la mer, elles ont vu les premiers Européens arriver en Amérique. Elles peuvent vivre jusqu'à 15 000 ans. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'elles peuvent contrôler leur processus de vieillissement. L'accélérer ou le ralentir. Pour se protéger, elles disposent d'un exosquelette en verre. Les homards peuvent récupérer un membre s'ils le perdent, et ils sont pratiquement immortels. Ils produisent un nombre illimité d'enzymes qui gardent leur ADN éternellement jeune. Et ils continuent constamment à grandir. Cela signifie qu'ils débordent de leur propre carapace. Ils doivent donc se débarrasser de leur exosquelette de temps en temps et passer à un autre plus gros. Le plus gros homard jamais pêché faisait 20 kilos. C'était au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Les scientifiques pensent que ce gros homard avait environ 100 ans. Il était donc là quand Edison a inventé le phonographe. La créature suivante est un mélange entre une méduse et une branche d'arbre. Chaque extrémité de l'hydre a un pied annelé et elle passe ses journées à se rafraîchir au bord des lacs et des rivières. Ses tentacules s'agrippent aux savoureux snacks qui passent devant elle. Quel est donc le secret de son immortalité? C'est une question à laquelle tout le monde aimerait connaître la réponse. L'hydre a la capacité de renouveler ses cellules souches. Les scientifiques essaient de faire comme elle depuis des années. Elles peuvent réellement ralentir leur processus de vieillissement. Ces petites créatures marines sont des oursins rouges géants. Ils se reposent sur des algues dans les eaux peu profondes et sont immortels. Eh bien, nous ne les avons pas étudiés assez longtemps pour être absolument sûrs. Mais les scientifiques affirment qu'ils ne grandissent qu'en taille, pas en âge. Quoi? Ils restent comme des petits oursins, mais grossissent en taille. Adultes bébés oursins? Ok, ces bébés rouges peuvent vivre environ 100 ans, voire 200. Le plus lent de la liste, la tortue géante. Elle peut vivre jusqu'à 200 ans, et l'une des plus anciennes s'appelle Jonathan. C'est techniquement le plus vieil animal terrestre rampant. Il est né en 1832 et vit sur une île isolée appelée Sainte-Hélène. Jonathan a vraiment vécu beaucoup de choses. Il a vu la construction du tout premier gratte-ciel américain, la Tour Eiffel. Oh oui, il a aussi vécu tous les championnats du monde depuis l'âge de 71 ans. Il ne voit pas très bien et il a perdu son odorat, mais il est toujours aussi fort. Retour aux océans et aux requins du Groenland. Il est connu pour être le plus long vertébré vivant. Il peut vivre plus de 400 ans. Pour nager aussi longtemps dans l'océan profond, sombre et froid, ces requins doivent être très robustes. Ils sont capables de résister à une pression d'eau insensée. Les requins sont aujourd'hui l'une des seules créatures qui n'ont pas trop été affectées par l'évolution. De nombreux requins existent depuis les dinosaures et n'ont pas beaucoup changé depuis. Les scientifiques ont découvert qu'ils grandissent d'environ 1 cm par an. Donc, avec un peu de calcul rapide, ils peuvent facilement découvrir l'âge de ces requins coriaces. Imagine un requin plus vieux que les États-Unis. La créature suivante est probablement la plus pérenne, la plus indestructible et la plus mignonne de la liste. On l'appelle un tardigrade, mais les scientifiques l'ont surnommé l'ours des eaux, car disons qu'il y ressemble pas mal, mais il n'a pas exactement la taille d'un ours. Il a 8 pattes et des mains avec un étrange petit nez, et ces étranges créatures microscopiques sont indestructibles. Ils sont connus pour vivre dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Ils sont parfaitement adaptés à des températures allant de 300 à moins 330 degrés Celsius. Les volcans, les nuits glaciales du désert, ils peuvent même supporter des radiations et des pressions massives dans les parties les plus profondes de l'océan. Ils peuvent même survivre dans le vide de l'espace, sans combinaison spatiale minuscule ou quoi que ce soit. Ce serait pourtant trop mignon. Jusqu'à présent, ils ont survécu 10 jours à l'extérieur d'un vaisseau spatial. Mais ils pourraient probablement résister encore plus. Les tardigrades pourraient être capables de survivre aux humains s'il y avait une sorte de catastrophe mondiale. Des organismes microscopiques en charge de la planète. Je me demande à quoi cela ressemblerait. Que ce soit tous les volcans en éruption en même temps, ou une autre période glaciaire, ou même un autre astéroïde fâcheux, les tardigrades ne s'en rendraient probablement même pas compte. Les scientifiques les étudient pour voir s'ils peuvent nous aider en nous apprenant l'existence d'une sorte de biotechnologie supérieure.
Juste pour s'amuser, voici l'éphémère. Ce pauvre petit insecte ne dépasse même pas les 24 heures de vie en moyenne. Les femelles et les mâles peuvent atteindre l'incroyable âge de 2 jours. Mieux vaut profiter de l'instant présent, hein. Ces petites mouches se développent en essaim et sont connues pour avoir l'une des plus courtes durées de vie de toutes les créatures. Mais en tant qu'espèce, eh bien elles existent depuis des centaines de millions d'années. Les méduses ont découvert la fontaine de jouvence et, surprise, surprise, elle était là depuis le début. Ce n'est pas une façon de parler. Non, littéralement, la solution est en elles. Les méduses sont capables d'inverser leur processus de vieillissement quand elles le veulent. Supposons que tu nages tranquillement dans l'océan et puis que tu te dises soudain « Tiens, j'aimerais bien avoir 8 ans à nouveau ». Et pouf, ça y est. Au fait, qui voudrait avoir à nouveau 8 ans ici ? C'est ainsi que les méduses restent jeunes et vivent sans stress. Ces créatures sans cervelle et sans os peuvent revenir en arrière quand elles le veulent, tant que personne ne les dérange. Elles sont super froides, elles flottent dans toutes les directions du courant, elles se laissent porter par la vie, quoi. Cette créature ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais on peut dire qu'elle a des caractéristiques extraterrestres. Le géant Veta est plus gros qu'une souris et est considéré comme l'un des plus gros insectes qui existent. On trouve ces grosses bêtes en Nouvelle-Zélande. Alors que les méduses peuvent inverser leur processus de vieillissement, certains membres de la famille Veta peuvent carrément revenir à la vie. Voilà ce qu'on appelle des super pouvoirs. S'ils sont complètement congelés, ils commencent à fabriquer des protéines spéciales qui empêchent leurs organes de se détériorer. Après un certain temps, ils peuvent être décongelés et ressuscités, comme si rien ne s'était passé. Fait amusant, le Veta géant a des oreilles sur les genoux de ses pattes avant. Et parce qu'elle peut ressusciter, on l'appelle aussi l'insecte zombie. C'est flippant. Les planaires sont des vers plats qui sont uniques, en plus d'être pratiquement immortels. Ce sont de véritables machines à régénérer les parties du corps perdues. Si tu prends l'un d'eux et que tu divises son corps en 10 parties, tu obtiendras 10 nouveaux planaires. Si tu continues à les diviser, ils vont continuer à se multiplier, même s'ils font généralement moins d'1 centimètre de long. Imagine si nous pouvions trouver un moyen de faire cela. Est-ce que ce serait un moyen pour nous de vivre éternellement ? Ou alors on se retrouverait dans un monde totalement fou avec des copies de tout le monde alentour. Que dirais-tu de l'équipe de relais la plus rapide du monde, 4 Usain Bolt identiques ? Les palourdes existent depuis très longtemps. Les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent vivre jusqu'à 400 ans. Ce sont ces petites créatures à coquilles qui créent ces petites perles brillantes si appréciées de tous. Une palourde se met en mode action lorsqu'un parasite s'introduit à l'intérieur. La palourde essaie de couvrir le parasite avec un tas de produits chimiques spéciaux, les mêmes que ceux qu'elle utilise pour fabriquer l'intérieur de sa coquille. C'est là que la magie commence à opérer. Quand ces produits chimiques durcissent, ils forment une perle brillante et éclatante. Plus il y a de produits chimiques, plus la perle est grosse. Cette longue créature à l'aspect glissant vit dans les profondeurs des grottes d'Europe. Un aulme peut vivre jusqu'à 100 ans. Il passe ses journées à chasser les petits insectes, les escargots et les crabes avec ses minuscules bras avant et son corps de serpent frétillant. Sa peau est si pâle que certains indigènes l'appellent même le poisson humain. Hé, attends un peu. L'aulme est presque aveugle, mais il peut toujours détecter la lumière, il le fait surtout à travers sa peau. Comme les autres animaux aveugles, il a un sens de l'ouïe et de l'odorat très développé. Il tire son apparence particulière de ses petites branchies rouges autour de son cou. Salut les amis. Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace ? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri ? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons.
Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile ? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière ? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible ? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pentacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes ? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir ? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité ? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute,
Je demanderai à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Cela fait des années que tu t'entraînes. Tu sais que tu es prêt. Tu te tiens sur le seuil de la porte, tu respires profondément et tu l'ouvres courageusement. Tu sautes à l'extérieur de la Station spatiale internationale et dans l'immensité de l'espace. Ah, c'est toujours aussi excitant, dis-tu dans ton transmetteur. Tu te sens aussi léger qu'une plume dans l'espace, à l'exception de la combinaison, bien sûr. C'est vrai ce que ce type t'a dit un jour. Les combinaisons d'astronautes limitent les mouvements du corps d'au moins 20%. Pour toi, cela signifie que tu as 20% de chance en plus de faire une maladresse dans l'espace. Ce qui n'est pas une bonne chose. On n'a pas le droit à l'erreur quand on fait ce métier. Tu arrives enfin au poste d'amarrage. Tu regardes autour de toi et tu vois l'endroit de la station qui a besoin d'être réparé. C'est ici que les autres navettes s'amarrent lorsqu'elles arrivent près de la Terre ou d'autres planètes. Il y a une semaine, une navette venant de Jupiter a mal calculé son arrivée et a cassé une partie du poste. Tu as attaché la pièce à remplacer à ta ceinture. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la visser. Tu as passé des heures à t'entraîner sous l'eau. Tu as porté une combinaison lourde, chaude et inconfortable dans une piscine afin de connaître les mouvements exacts que tu dois faire ici. « Attention !» crie Sarah sur le transmetteur. Tu n'as même pas le temps de demander de quoi il s'agit. Une tempête de débris te prend au dépourvu à une vitesse absurde. Elle fait trembler tout ce qui t'entoure. Tu essayes de t'accrocher à ton câble de sécurité. Mais, oh non, un débris vient de heurter la visière de ton casque. « Bob, tout va bien ?» te demande Sarah via le transmetteur. L'impact t'a un peu secoué, mais tout semble normal. Les météorites ont enfin disparu. Tu peux donc te concentrer sur ta tâche. Tu tires vers toi le câble auquel est attachée la pièce à remplacer, mais il n'y a plus rien à l'autre bout. Non, plus rien du tout. Oh non, te dis-tu. Sarah, nous avons perdu une pièce. Je répète, nous avons perdu une pièce. La situation est assez grave et tu en es conscient. Tout ce qui tombe dans l'espace peut entrer en collision avec la Station spatiale internationale ou avec d'autres véhicules. Tu essaies de te souvenir de ton entraînement, mais ta tête est vide. C'est pire que la fois où tu as cassé le pot en céramique préféré de ta copine. Sarah, l'astronaute qui t'accompagne à bord de la station, crie sur le transmetteur. « Oh non Bob, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est une catastrophe, j'arrive. »
Tu repères la pièce en question sous l'ISS. Elle fait la taille d'une portière de voiture de taille moyenne et se déplace assez rapidement. Voici ce qui peut se passer. La pièce peut redescendre vers la Terre et entrer dans l'atmosphère. Elle prendra alors probablement feu et se désintégrera en chemin. Mais même si c'est bien le cas, l'image de la NASA en souffrira. Et on te réprimandera. Il se peut aussi que la pièce perdue prenne un peu d'élan, se mette en orbite et vienne percuter l'ISS, et toi aussi par la même occasion, ou un satellite qui se trouverait sur la même orbite. Alors voilà, si tu pensais que l'espace était un vide infini, tu te trompais. Depuis que différents pays ont commencé à construire des équipements suffisamment solides pour voyager dans l'espace, l'endroit est très encombré. Les gens y sont peu nombreux, mais il y a des satellites, des astéroïdes, et des débris spatiaux. Tu as été surpris d'apprendre un jour que la Terre reçoit des pluies de météorites quotidiennes. Mais elles sont si petites que personne à la surface de la planète ne les remarque. Elles se transforment généralement en cendres avant d'atteindre le sol. Mais ce n'est pas tout. Ce qui vient de t'arriver lors de cette mission s'est déjà produit lors de plusieurs autres missions. Les astronautes perdent sans cesse des objets dans l'espace, à tel point que la NASA a dû créer une division chargée de traquer et de surveiller l'orbite de tous ces débris qui flottent autour de la planète. Tu n'en reviendrais pas si l'on te disait qu'il y a plus de 23 000 débris de la taille d'une balle en orbite dans l'espace. Et un demi-million d'objets plus petits. Alors que tu t'apprêtes à détacher ton câble et à t'aventurer dangereusement dans l'espace sans aucune protection, tu remarques que Sarah t'a devancé. Tu ne peux pas la laisser faire ça toute seule. Alors tu décides de l'accompagner. Tu sais que ça va à l'encontre de tous les manuels de la NASA et de toutes les formations que tu as suivies. Mais tu te dis, si ça marche dans les films, ça doit marcher pour nous. Mais tu sais parfaitement que ça n'a aucun sens. Sarah est proche de la pièce débris, mais le poids de son corps la fait orbiter dans une toute autre direction. Ok, te dis-tu, c'est à ton tour de briller et d'être un héros. Tu essaies de bouger tes bras comme tu le ferais sous l'eau, mais il n'y a pas de frottement dans l'espace. Tu ne peux pas te mettre à nager pour aller chercher cette pièce d'équipement. Tu essaies de contacter Sarah, mais elle ne répond plus. Il va donc falloir que tu te débrouilles seul à présent. Pour une raison ou pour une autre, tu commences à tourner sur la même orbite que la pièce perdue. C'est sans doute à cause de la quantité de choses que tu as attachées sur toi. Ou peut-être que c'est le burrito que tu as mangé ce matin. Tu as l'impression d'être George Clooney dans le film Gravity. Non, mieux encore. Tu te sens comme Obi-Wan Kenobi. Oui, tu te sens aussi fort et puissant qu'un Jedi en ce moment. Tu gardes tes mains tendues devant toi en espérant que la collision avec le débris se fera en douceur. Et 3, 2, 1, atterrissage réussi. Je plaisante, mais oui, tu as réussi à t'arrimer au débris. Hourra! Et maintenant, te dis-tu. Je suppose que tu aurais dû revoir ton plan un peu plus en profondeur, hein? Tu n'as pas la possibilité de guider le débris. Et tu ne peux plus non plus contacter le centre de contrôle de la mission pour leur dire que l'objet, et toi-même, êtes en route vers quelque part. N'aie pas peur, tu n'as pas fait tout ce chemin pour commencer à avoir peur. Quelles sont tes options? D'abord, photographie mentalement ta planète. De là-haut, elle ne déçoit jamais. Ensuite, demande-toi quels sont les différents scénarios possibles dans une telle situation. Ton poids normal ne peut pas suffire à t'extraire de l'orbite terrestre. Dans l'hypothétique scénario où cela se produirait, tu serais probablement aspiré par l'orbite de Vénus et tu passerais un mauvais moment. Il y a fait extrêmement chaud. Même si dans la mythologie, Vénus représente l'amour, il n'y a rien d'agréable dans le voisinage de cette planète, et tu le sais. Si tu t'approchais trop, ta combinaison spatiale ne supporterait pas la chaleur. Elle ne peut résister qu'à une température maximale de 120 degrés Celsius, et l'atmosphère de Vénus peut atteindre les 370 degrés. Mais honnêtement, le pire scénario est beaucoup plus simple que cela. Ta combinaison spatiale pourrait décider de noyer tes oreilles, ton nez et ta bouche dans de l'eau. Oui, cela s'est déjà produit lors de sorties dans l'espace. Tu vois, pour que ta combinaison spatiale reste fraîche, elle compte sur les 3,8 litres d'eau de son système de refroidissement. Ce système, qui est censé éjecter de l'air recyclé par l'arrière de ton casque, peut se mettre à fuir. Et comme tu es coincé au milieu de nulle part, tu n'as aucun endroit, toi, vers où fuir. Mais attends, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Une navette spatiale modulaire. Tu essayes de crier, mais personne ne t'entend hors de ton casque. Tu fais des signes avec tes bras. Tiens, elle se dirige droit sur toi. Enfin, dit Sarah, j'ai mis pas mal de temps à te retrouver.
Apparemment, Alice est revenue à la station juste à temps pour t'attraper avant que tu ne partes vagabonder dans l'espace infini. Je suppose que je vais perdre quelques points d'astronaute à cause de cette petite mésaventure, hein, dis-tu? Oui, ça c'est sûr. Les astronomes se posent une question depuis des décennies. L'espace est-il vraiment aussi noir que nous le pensons? Eh bien, la mission spatiale New Horizons de la NASA vient peut-être de nous donner la réponse. Après avoir exploré Pluton, la sonde a poursuivi sa route et se trouve maintenant à des milliards de kilomètres de la Terre. Cela signifie qu'elle est loin de toute la pollution lumineuse provenant de sources telles que le Soleil et les particules de poussière autour de notre planète. Les scientifiques ont utilisé la simple caméra du vaisseau spatial pour prendre des images de ce qui ressemblait à un espace vide incroyablement ennuyeux, dépourvu d'étoiles brillantes, ou de tout autre élément susceptible de diffuser la lumière vers la caméra. Ils ont ensuite traité ces images afin de supprimer toutes les sources connues de lumière visible. Après avoir éliminé la lumière des étoiles et la lumière diffusée par la Voie lactée, il ne restait plus que la lumière provenant d'au-delà de notre propre galaxie. Et la partie la plus surprenante, ils ont découvert qu'il y avait encore beaucoup de lumière inexpliquée. En fait, il y a à peu près autant de lumière dont on ne connaît pas la source que de lumière provenant des galaxies connues. Cela signifie qu'il y a autant de lumière à l'extérieur des galaxies qu'à l'intérieur. D'où vient donc toute cette lumière? Elle pourrait provenir de sources que nous n'avons pas encore découvertes, comme de petites galaxies naines peu lumineuses ou être dues à des phénomènes inconnus dans l'univers. Elle pourrait également être associée à la matière noire, qui reste un mystère pour les scientifiques. Grâce à ces recherches novatrices, nous pouvons affirmer que l'espace n'est pas aussi sombre que nous le pensons. Que se passe-t-il si nous prenons toute la lumière des étoiles et des galaxies et que nous y ajoutons des nuages de gaz et de poussière? Quelle couleur obtenons-nous? Beige. Cela nous amène à une autre question. Aurions-nous encore besoin du Soleil si notre espace était coloré? Pour résumer, oui. Les couleurs de l'espace sont le résultat des interactions de la lumière avec différents objets célestes, tels que les étoiles, les galaxies et les nuages de gaz. Si ces couleurs sont fascinantes à observer, elles ne fournissent pas l'énergie dont la vie sur Terre a besoin pour survivre. Au moins, c'est clair. Ne vous attendez pas à voir la couleur du ciel et de l'espace. Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars.
Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe 2 théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps.
Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'âté cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. Savais-tu que les humains sont des créatures de l'espace? Tu es né dans l'espace. Et oui, même moi je suis né dans l'espace. Nous sommes tous nés dans l'espace. Mais pour que nous autres humains soyons ici sur Terre, il a fallu réunir tant de conditions qu'il était hautement improbable que nous puissions un jour exister. Mais pourtant, nous existons. Tout d'abord, et comme toutes les autres créatures de l'espace qui existent peut-être, il fallait que nous fassions notre apparition sur une planète en orbite autour d'une étoile jaune, pas une étoile rouge ni une étoile bleue. Pas une étoile bleue car elle se consume trop rapidement, en quelques millions d'années, et l'évolution n'aurait pas suffisamment de temps pour opérer et produire des êtres intelligents. Les étoiles bleues ont aussi une fâcheuse tendance à grossir et à devenir rouges, quand elles s'effondrent et explosent. Il est donc très improbable qu'une civilisation puisse se développer autour d'une étoile bleue. Le voisinage des étoiles rouges, qui sont de loin les étoiles les plus nombreuses, ne présente pas non plus les conditions idéales au développement d'une civilisation intelligente. Une étoile rouge est si froide et si peu brillante qu'il faudrait que la planète candidate se trouve sur une orbite extrêmement rapprochée, ce qui l'exposerait malheureusement à des rayons X d'une intensité fatale. Donc, bien que les étoiles rouges soient les plus nombreuses et qu'un grand nombre de planètes gravitent autour d'elles, elles ne sont absolument pas susceptibles d'accueillir une forme de vie intelligente et civilisée comme la nôtre. Il reste donc les étoiles jaunes, soit environ 10% de la totalité des étoiles. Cependant, une condition capitale doit être remplie avant qu'on puisse même envisager la possibilité d'un tel développement. Il faut encore que l'astre soit une étoile de 3e génération. Seules les étoiles de 3e génération contiennent une diversité chimique suffisante pour assurer la survie des formes de vie avancées. Chaque fois qu'une étoile explose, des éléments lourds et complexes sont générés. L'explosion expulse ces éléments qui trouvent leur chemin vers une nébuleuse. La gravité au sein de la nébuleuse forme ensuite progressivement la prochaine génération d'étoiles, et ainsi de suite. Notre corps a besoin de calcium pour son squelette et ses dents. Notre cerveau a besoin de zinc pour que les signaux électrochimiques qui nous font bouger, sentir et penser soient créés. Notre sang a besoin de fer. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nos corps avaient donc besoin d'une étoile jaune de 3e génération pour exister. Étonnamment, tous les différents éléments de l'univers, la totalité des 94 éléments naturels, de l'hydrogène au plutonium, se trouvent sur Terre. C'est peut-être pour cela que nous sommes là. Et nous pouvons remercier notre Soleil, cette naine jaune de 3e génération. Pourquoi jaune? Parce que les étoiles jaunes brûlent de façon très régulière, par fusion nucléaire, sans que leur luminosité ne change de façon significative sur des milliards d'années. Si notre Soleil devenait seulement 6% plus brillant ou moins brillant, la Terre deviendrait trop chaude ou trop froide et la civilisation disparaîtrait. Heureusement, la Terre se trouve dans la zone habitable du Soleil. La zone habitable est l'endroit où l'eau liquide peut exister sur une planète. Mais cela nous amène à la 2e condition nécessaire pour que la vie intelligente puisse voir le jour dans l'espace. La planète elle-même. Des études récentes, menées grâce au télescope Kepler, ont montré qu'un quart de toutes les étoiles naines jaunes pourraient abriter des planètes semblables à la Terre dans leur zone habitable. Ce chiffre est quelque peu discutable. Et il est possible qu'il se réduise en réalité à une seule naine jaune sur 33. Mais cela fait quand même beaucoup de planètes en orbite dans la zone habitable d'étoiles jaunes. Penchons-nous donc à présent sur la 2e condition essentielle au développement d'une forme de vie intelligente dans l'espace. La nature de la planète elle-même. La planète candidate devra posséder un très grand nombre de caractéristiques très particulières et extrêmement rares. Il faut de surcroît que ces caractéristiques soient toutes réunies. La plus importante, c'est que la planète doit être protégée de l'étoile même autour de laquelle elle gravite et qui lui donne la vie. Comme les étoiles brûlent par fusion nucléaire, les gaz de l'enveloppe extérieure du Soleil, appelés couronnes, sont projetés dans l'espace sous la forme de ce qu'on appelle le vent solaire.
Les satellites américains mesurent en permanence la force du vent solaire, qui est principalement composé de noyaux d'hydrogène électrifiés, ionisés, et de noyaux atomiques provenant des nombreux autres éléments présents dans le Soleil. Ce n'est pas que l'atmosphère qui protège la Terre, c'est la magnétosphère qui arrête ou dévie le dangereux vent solaire, provoquant des aurores lorsque le vent solaire est attiré par les pôles magnétiques de la planète et électrifie l'air de la haute atmosphère comme une ampoule fluorescente. Sans magnétosphère, toute planète, même celle qui se trouve dans les zones habitables, serait grillée par une pluie constante de noyaux d'hydrogène ionisés provenant de son étoile. Une planète abritant la vie doit avoir une magnétosphère suffisamment forte pour dévier le vent solaire. Toutes les planètes de notre système solaire ne possèdent pas une magnétosphère. Les planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont des magnétosphères, mais les planètes gazeuses ne peuvent pas abriter de civilisation. Parmi les mondes solides, seuls la Terre et Mercure ont des magnétosphères, mais Mercure est trop proche du Soleil pour être protégé contre le vent solaire. La Terre possède un autre bouclier qui la protège du Soleil, c'est son atmosphère. L'atmosphère a une épaisseur d'environ 483 km, mais elle est en grande partie concentrée dans un rayon de 16 km autour de la surface de la Terre. L'atmosphère protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets, UV et des rayons X du Soleil. Son gaz, l'ozone, qui est constitué de 3 atomes d'oxygène liés en une grande molécule présente dans la haute atmosphère, empêche la plupart des rayons UV du Soleil d'atteindre la surface. La planète Mars, dont l'atmosphère est 1000 fois plus rare que celle de la Terre, n'a pas d'ozone, et les émissions d'ultraviolets du Soleil ont totalement irradié sa surface. Une planète doit être capable de stopper le rayonnement UV de son étoile. La composition spécifique de l'atmosphère est donc essentielle pour qu'une planète puisse abriter une civilisation intelligente. Nous sommes chanceux, mais il s'agit d'un mélange rare et fragile. La planète doit posséder, au moins en partie, une surface solide sur laquelle on peut marcher et travailler. Elle doit avoir une croûte. Des civilisations sous-marines ou qui flotteraient dans l'atmosphère de leur planète relèvent absolument de la science-fiction. La croûte d'une planète doit avoir des plaques tectoniques qui bougent. Le mouvement des plaques tectoniques crée la subduction de la croûte. La subduction, c'est quand une plaque tectonique glisse au-dessous d'une autre, apportant un renouvellement de matière à la surface. Ce renouvellement des propriétés chimiques de la planète empêche ce qu'on appelle l'équilibre chimique, dans lequel plus rien n'est réactif. Les tremblements de terre et les volcans contribuent également au processus de renouvellement géochimique. Mais oui, les tremblements de terre et les volcans sont bénéfiques. La subduction des plaques tectoniques est donc une autre condition indispensable à la vie. Mars n'a pas d'activité tectonique, Vénus et Mercure non plus. Mercure est une seule grande plaque tectonique, mais il n'y a pas d'activité en cours, à part un léger rétrécissement. L'une des principales raisons pour lesquelles ces planètes n'abritent pas de vie, c'est qu'il n'y a pas de réactivité géochimique, car il n'y a pas de subduction tectonique. Et cela nous amène à la Lune. Oui, la Lune. Affirmer que la Lune assure notre survie te semblera peut-être bien capillotracté, mais la contribution de la Lune à la vie sur Terre est essentielle. Tout d'abord, la gravité de la Lune, lorsqu'elle se déplace dans l'espace avec la Terre, ne fait pas que provoquer le flux et le reflux des marées océaniques. Elle aide aussi la Terre dans sa rotation à remuer le magma qui se trouve en son sein. Le mouvement du magma à l'intérieur de la Terre, avec sa forte teneur en métaux, contribue au renouvellement de la magnétosphère de la Terre. La Lune nous protège donc dans l'espace en faisant de notre planète une géodynamo, génératrice de magnétisme. La Lune est le plus gros satellite du système solaire par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle orbite. De nombreuses personnes considèrent que le couple Terre-Lune est un système de planètes doubles, mais ça, c'est un autre sujet. Une autre chose que fait la Lune pour préserver la vie sur Terre est de maintenir la stabilité de notre cher globe. Comme la Lune est en état de verrouillage gravitationnel par rapport à la Terre, elle agit un peu comme la perche d'un équilibriste. Par conséquent, la Terre n'oscille pas beaucoup comparée aux autres planètes. Cette oscillation est appelée libration. Si la Terre oscillait autant que Mars ou Saturne, non seulement notre météo serait complètement chaotique, mais l'agriculture serait peut-être impossible. Ces circonstances astronomiques rares, ou peut-être uniques, se conjuguent pour rendre la Terre habitable pour l'humanité. Il y a de nombreux autres facteurs non astronomiques, comme les facteurs évolutifs, biologiques et chimiques nécessaires à l'existence de la vie sur Terre.
les probabilités ou improbabilités se multiplient. Tout bien considéré, nous avons beaucoup de chance d'être ici. En fait, nous sommes tellement chanceux que nous avons peut-être touché le jackpot. En considérant tout cela, il semble extrêmement incertain que cette perfection se répète ailleurs dans l'univers.